Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir, oui, on vous entend. Voilà, Sahaf Tolkom. Alors, je vais essayer de partager mon écran. On va commencer. Normalement, on a deux cours à faire ensemble, les insulines et l'insulinothérapie et le cours sur les dyslipidémies. Donc, je préfère commencer par les insulines et l'insulinothérapie ce soir et on programmera, Inch'Allah, les dyslipidémies pour demain. D'accord? Normalement, demain matin, vous avez les cours avec Dr. Raham, c'est ça? Oui, Oui, il va vous assurer les cours à quelle heure? on les fera en présentiel à 9 heures. D'accord. Donc, de 9 heures, on va dire de 9 heures à midi, vous serez en présentiel avec lui. Oui, Donc, vous préférez le cours en ligne, Tana, on le fait à quelle heure? Tardou, Inch'Allah, je parle de Inch'Allah. Vous préférez dans l'après-midi ou là, vous oui. préférez dans la soirée? Euh, De toute façon, vous allez vous entendre et vous me dites. Ok, donc je vais partager. Oh, attendez. Voilà. Est-ce que vous voyez le partage? Est-ce que vous voyez le cours oui, sur vos écrans? oui, Alors, oui, très bien. On commence. Donc, aujourd'hui, ou peut-être hier, je pense hier, vous avez fait déjà le cours en ligne avec le professeur Bouyoussef. Je pense que c'était sur la classification du diabète, les différents types de diabète et le diagnostic. Et le deuxième cours, c'était sur des complications. les complications dégénératives chroniques du diabète. D'accord, très bien. Donc, vous avez avancé quand même. Donc, comment? Les classifications aiguës. Les complications aiguës. D'accord, d'accord. Donc, Oui. le diabète, un petit rappel comme ça pour expliquer l'intérêt de l'insulothérapie. Alors, le diabète est une maladie qui est liée à deux anomalies majeures qui sont d'abord des anomalies de l'insulinsécrétion associées et ou à des anomalies de l'action de l'insuline. D'accord? En général, les différents types de diabète, on a ces deux mécanismes qui sont en place. Mais la caractéristique du diabète de type 1 ou bien du diabète où il y a une destruction des cellules bêta, c'est la carence plus ou moins absolue en insuline. C'est clair, dans le diabète de type 1, l'insuline, elle est quasi absente et elle devient vitale. Sans insuline, le patient va mourir des complications aiguës que vous avez vues hier. L'acidocétose diabétique. Dans le diabète de type 2, les deux mécanismes sont souvent présents. Une anomalie de l'insulinsécrétion qui est d'abord d'ordre quantitatif, ensuite elle devient d'ordre, au départ d'ordre qualitatif, c'est-à-dire il y a des anomalies du pic précoce, un hyperinsulinisme. Ensuite, il y a des anomalies en quantité et une destruction progressive dans le temps. Et on peut arriver même à l'insulinocarence très très profonde, comme on peut arriver à des insulinocarences relatives, c'est-à-dire qui n'est pas absolue. Voilà. Donc, comme ça, vous pouvez comprendre que l'insuline est un des piliers
de la prise en charge du diabète. Elle est le pilier indispensable à la prise en charge du diabète de type 1. Et on a dit, sans insuline, les malades diabétiques de type 1 vont décéder. Et l'insuline comme un moyen, entre autres, dans la prise en charge du diabète de type 2, mais qui peut devenir aussi indispensable lorsqu'il y a une carence en insuline très profonde, voire absence d'insuline. Donc, l'histoire de l'évolution du diabète dans le temps est variable d'un sujet à l'autre. Dans le diabète de type 2, il y a une histoire naturelle qui est variable d'un sujet à l'autre. On peut avoir des sujets qui peuvent garder ou bien préserver leur potentiel insulinique pendant de longues années en étant diabétiques. D'autres peuvent évoluer rapidement vers la carence en insuline. Voilà, donc ça c'était comme introduction. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc, le diabète type 1, c'est clair, l'insuline, c'est le traitement, ça ne se discute pas, on va voir quels sont les schémas, etc. Mais dans le diabète de type 2, vous savez que le pilier de la prise en charge, on a d'abord l'intérêt des mesures diététiques. Vous avez l'activité physique comme un pilier éternel de la prise en charge. On a le traitement oral, ou bien le traitement globalement non insulinique et le traitement insulinique. Le traitement non insulinique, pardon, il est surtout fait de traitement oral, mais il y a aussi des traitements injectables non insuliniques qui font partie de l'arsenal thérapeutique dans le diabète de type 2. Et on a l'insuline. Maintenant, qu'est-ce que je voulais aussi dire? Le diabète de type 2, dans le mécanisme, on a dit, c'est vrai, il y a des anomalies de la sursécrétion et de l'action de l'insuline, mais il y a toujours le rôle de l'environnement, le rôle de la génétique qui sont aussi, qui impactent la pathogénie et l'évolution du diabète de type 2. C'est pour ça l'importance des règles hygiéno-diététiques, l'activité physique a la même importance que la prise en charge thérapeutique. Voilà. Maintenant, on va commencer. Donc, quels sont les objectifs de notre cours? Il faut connaître quand même quels sont les différents types d'insuline, ce qu'il y avait dans le temps, ce qu'on a maintenant, quelle est la différence entre ces insulines. Connaître les principes de l'insulinothérapie, donc pourquoi, donc on a dit l'insulinothérapie, elle est vitale dans le diabète de type 1, elle est un traitement pour équilibrer le diabète de type 2, quels sont les différents schémas qu'on propose en général, comment on donne l'insuline, et bien sûr l'insuline, ce n'est pas un traitement simple qu'on prescrit sur une ordonnance et le malade sort comme si on est en train de donner du paracétamol ou un antibiotique. Là, non, la prescription de l'insuline doit être dans un cadre d'éducation thérapeutique. Vous allez voir pourquoi. On ne peut pas donner au patient une ordonnance d'insuline. Il va au pharmacien, il va délivrer son insuline, il va savoir l'utiliser. Non. L'insuline, c'est une thérapie qui doit être intégrée à une éducation thérapeutique. Donc, il y a les effets secondaires, les indications. Alors, c'est quoi attendez, je vais réduire cette fenêtre. Voilà. Donc, l'insuline, c'est une révolution qui a été la révolution du XXe siècle. Pourquoi? Parce que avant l'insuline, les diabétiques de type 1 étaient condamnés. Les diabétiques de type 1 étaient condamnés donc aux complications aiguës et au décès. Donc, avec la découverte de l'insuline, on a eu de la chance de voir les diabétiques de type 1 survivre et même il y a maintenant les diabétiques de type 1 qui ont une survie qui se rapproche de la survie normale, bien que globalement la mortalité reste élevée aussi bien dans le diabète type 1 que dans le diabète de type 2.
Mais quand même, les diabétiques de type 1 arrivent à mener une vie normale, à faire des études, à faire des enfants, donc à avoir quand même, à les voir parmi nous. Voilà. Donc, c'est une révolution du XXe siècle. Elle a été découverte, elle a été découverte en 1921 et elle a transformé cette maladie mortelle, qui est le diabète de type 1, en une maladie chronique. Donc, comment a été, bon, ça a été découvert d'abord, ça a été l'eau extraite des animaux, en bed, bien sûr. Attendez, ça ne marche pas. Pardon, j'arrive pas à faire bouger les pages. Qu'est-ce qui se passe? Ça change pour vous, là, c'est toujours en introduction. Non. Oui. Vous voyez la plaque introduction. Oui. Attendez, donc je ferme et je repartage encore une fois. Alors, voilà. Donc, vous arrivez à voir? Oui. Très bien. Donc, on va rappeler, donc c'est quoi l'insuline? L'insuline humaine, l'insuline naturelle, c'est une hormone qui a pour rôle principal de faire baisser la glycémie. C'est l'hormone hypoglycémiante. Elle est sécrétée par les cellules bêta des îlots de Langerhans du pancréas. C'est un polypeptide de 6 kilodaltons. C'est un hétérodimère, c'est-à-dire il est fait de deux chaînes différentes. La chaîne A, constituée de 21 acides aminés, la chaîne B, constituée de 30 acides aminés, et ces deux chaînes sont reliées par deux ponts de désulfure. D'accord? Quels sont les rôles physiologiques de l'insuline? C'est vrai, le rôle important, c'est de faire baisser la glycémie. Par quel mécanisme? Elle va bloquer la synthèse hépatique du glucose. C'est l'inhibition de la néoglucogénèse hépatique, qui est la source principale de la glycémie, surtout à jeun, mais même dans la période postprandiale. Et dans la période postprandiale, postprandiale, ça veut dire juste après un repas, elle va permettre elle va favoriser la captation du glucose et son utilisation en périphérie. En effet, le tissu musculaire, le tissu adipeux, c'est des tissus dont l'utilisation du glucose est insulinodépendante. Ils ont des récepteurs ou des transporteurs du glucose qui permettent de capter le glucose de la circulation par une voie dépendante de l'insuline. C'est pour ça, après un repas, il y a une sécrétion d'insuline. Cette insuline, elle va caser le glucose qui est venu de l'alimentation
elle favorise son entrée dans les tissus périphériques pour qu'il soit utilisé. Donc, elle va réduire la glycémie, c'est-à-dire le taux de glucose circulant, et elle va freiner la production hépatique du glucose, c'est-à-dire la néoglucogénèse surtout. Elle va la stopper, comme ça, assurer une glycémie normale. Et elle a aussi une action inhibitrice de la lipolyse. Comment se fait la sécrétion physiologique de l'insuline? C'est important de la comprendre pour essayer de vous expliquer les schémas insuliniques qu'on utilise chez le diabétique. Donc, en effet, chez un sujet normal, on a tout le temps des concentrations basiques d'insuline sur le nictémère, c'est-à-dire sur les 24 heures. On a toujours un taux de glycémie, un taux d'insuline qui n'est pas élevé, un taux très bas, mais qui permet d'inhiber, comme on a dit, le rôle principal, c'est inhiber la production du glucose. Quand on est à jeun, le foie, le corps, il va signaler qu'il y a une session de jeûne, on a besoin d'énergie. Donc, ce qui va donner cette énergie? C'est le foie. Il va commencer par d'abord dégrader le glycogène, ensuite, il va produire du glucose. Donc, qu'est-ce qu'il va dire au foie qu'il faut s'arrêter, ça suffit, c'est suffisant, c'est l'insuline. C'est l'insuline qui va réguler et stopper cette néoglucogénèse pour ne pas dépasser les normes. Donc, cette insuline basale, c'est un taux qui n'est pas très important, mais qui est permanent sur les 24 heures. Il y a une autre façon de sécréter l'insuline, c'est l'insuline, stimulée par les repas. Lors d'un repas, surtout, bien sûr, il y a des apports en glucides. Ça stimule déjà le glucose quand il arrive dans le sang. Il va au niveau du pancréas et il va stimuler la sécrétion de l'insuline par les cellules bêta. Là, on aura des sécrétions sous forme de... Pardon? Oui? Il y a un souci? Oui? On est toujours sur la diapo numéro 4. Les diapos ne défilent pas. Attendez, Annie, c'est écrit sécrétion normale d'insuline. C'est quoi le titre? Non. 2, 3, 4. On est là. Sécrétion normale d'insuline. Vous êtes là avec moi? Non, docteur, on voit toujours la diapo dont le titre est l'insuline seulement. Là où il y a la photo des enfants, de l'enfant. Oui, et là où il y a les peptides et tout. Ah, c'est pas normal. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Attendez. Je vais... Docteur, essayez de désactiver le mode plein écran s'il est activé. علاش انا بالعاني درتو بلان ايكران علاش ما يمشيش؟ Non, maintenant ça marche. On a toujours eu ce problème avec le mode plein écran, les diapos ne défilent pas. Ah bon, خلاص on réessaye une autre fois, si ça se bloque, je change. Alors, on a l'insuline, on a la physiologie, vous voyez? Ça Non, défile? docteur, on est toujours dans introduction. Maintenant, oui, on est dans physiologie de l'insuline. Alors, كيفاش نديزاكتيفي هذا لو مود بلان ايكران؟ ما نديرش ليكتور ديابوراما نخليه هكا. Non, docteur, هذا ça a marché. هذا دوكا هذا c'est le mode c'est pas le mode lecture. Je laisse comme ça. Oui, je pense que c'est mieux. Normalement, maintenant, on est dans sécrétion normale de l'insuline. خلاص. كبر لك شويه انا باش نشوف مليح. هكذا ça va. Ok. Donc, j'étais en train d'expliquer le graphe نعاود rapidement. Je vous ai dit que tout le temps, il y a une sécrétion basale d'insuline qui a des taux faibles et dont le rôle principal, c'est de stopper la production hépatique du glucose à jeun. Vous êtes d'accord? Et on a dit qu'il y a une sécrétion de l'insuline après un repas ou lors d'un repas qui est stimulée par les glucides. Cette sécrétion, elle va être sous forme
de pics. Et comme vous voyez dans le schéma d'en bas, vous avez un pic précoce très important et un pic tardif. Le pic, le rôle, c'est de surtout favoriser l'utilisation du glucose par les tissus, les tissus insulino-dépendants, le foie, le muscle et le tissu adipeux, et bloquer la production hépatique du glucose pour que la glycémie ne s'élève pas. Bon, la structure de l'insuline maintenant. Donc, on a vu tout à l'heure sur le plan biochimique comment est la molécule de l'insuline, donc c'est enzymère hétérogène. Maintenant, l'insuline médicament. Alors, il y a les insulines humaines. C'est des insulines qui ont été développées pour être identiques à la molécule mère, c'est-à-dire à la molécule native, à l'insuline naturelle. Et alors qu'avant, quand on a découvert en 1921 l'insuline, c'était l'insuline animale. Et les premières insulines qui étaient utilisées, c'était des insulines d'origine animale. C'est vrai, ça sauvait les patients, mais c'était source de réactions immunologiques et d'allergies, etc. Mais avec le temps, on a pu développer la molécule d'insuline qui est identique à l'insuline humaine. Par quel moyen? Il y a le moyen hémisynthétique, c'est-à-dire on prend l'insuline animale et on change un acide aminé pour, c'est-à-dire la transformer en insuline humaine. On a l'insuline humaine biosynthétique, c'est la technologie par génie génétique. C'est la méthode la plus utilisée, c'est l'isolation du gène producteur d'insuline qui va être inséré dans le plasmide d'une bactérie. Donc, on injecte ce plasmide contenant le gène producteur d'insuline dans une bactérie, et cette bactérie qui va se multiplier, donc cette culture de bactéries, elle va donc être l'usine de fabrication de l'insuline humaine. C'est comme ça que ça se produit. Voilà. Mais il n'y a pas que l'insuline humaine. Avec le temps, on a développé des insulines, ce qu'on appelle insuline analogue. Quelle est la différence entre insuline humaine et insuline analogue? C'est quelques modifications sur la structure chimique, soit en modifiant la place de 2 acides aminés, soit on rajoute un acide gras. Donc, c'est des petites modifications. Ça dépend le type de l'insuline. Et on va modifier avec ce changement de structure, on va obtenir d'autres propriétés à cette insuline. Soit en la rendant plus rapide, c'est-à-dire à absorption plus rapide, et donc ça permet d'obtenir une action rapide de l'insuline. On va voir pourquoi. Soit en la modifiant pour la rendre plutôt lente, à absorption lente, et ça va jouer le rôle de l'insuline basale physiologique dont on a parlé tout à l'heure, qui est l'insuline présente tout le temps dans la circulation. Donc, c'est les exemples des structures d'insuline. Par exemple, dans l'insuline native, on a la série avec à la fin 28, 29, 30, on a les acides aminés proline, lysine et thréonine. Dans l'insuline analogue lyspro, vous voyez, on a inversé la position entre pro et lysine et proline, c'est la seule modification. Dans l'insuline asparte, on a remplacé l'acide aminé proline par l'acide aminé asparte. D'accord? Donc, vous voyez, c'est de petites modifications, mais qui permettent de gagner en pharmacocinétique et avoir une insuline plus rapide. L'insuline lyspro, l'insuline asparte, c'est des insulines analogues rapides. Donc, ça, c'était pour vous expliquer comment, c'est-à-dire, ont été développées les insulines qu'on utilise en pharmacothérapie.
Donc, quelles sont les différentes insulines? On distingue selon leur durée d'action et le type d'insuline. Donc, on a parlé humaine, c'est une insuline 100% molécules natives. Ou on a les insulines analogues qui sont la conséquence de petites modifications sur l'insuline humaine. Alors, les insulines qu'on utilise quotidiennement en dehors de l'urgence, c'est les insulines qu'on injecte par voie sous-cutanée. Alors, les insulines humaines rapides, on a les insulines semi-lentes monophasiques protaminées qu'on appelait la MPH, ou on a l'insuline semi-lente biphasique. Qu'est-ce que ça veut dire? L'insuline humaine rapide, il y a l'insuline à action rapide d'origine humaine. L'insuline semi-lente monophasique, c'est une insuline humaine protaminée et modifiée pour avoir une action plus prolongée dans le temps. C'est la MPH et il y a les cantadak on l'utilisait comme insuline basale. Et en vérité, ce n'est pas une insuline lente, c'est une semi-lente. On l'appelait aussi une insuline intermédiaire parce qu'on a développé actuellement des insulines réellement lentes ou même ultra lentes. Donc, on la classe l'insuline intermédiaire. Mais c'est ce qu'on avait dans le passé comme insuline basale. Mais on est obligé de donner 2 fois cette injection pour assurer les 24 heures. Et les insulines semi-lentes biphasiques, c'est-à-dire c'est d'insuline où il y a un mélange d'insuline rapide et d'insuline protaminée dans une même solution. Donc, l'insuline, elle aura 2 phases, une phase rapide et une phase intermédiaire. Les insulines analogues, c'est le même principe. On a des analogues rapides, donc elles étaient modifiées pour être rapides. On a vu l'exemple de l'Aspart, on a vu l'exemple de l'Ispro. Et il y a aussi la glulysine. Et on a même maintenant, il y a même des laboratoires qui ont développé des insulines analogues super rapides, on va dire ultra rapides aussi. Les insulines semi-lentes biphasiques, donc on a comme exemple d'insuline semi-lente biphasique. On a parlé de l'insuline semi-lente biphasique humaine, un mélange de l'insuline humaine rapide et un mélange de l'insuline MPH avec des proportions. Ça m'a rappelé 30% rapide, 70% MPH, comme exemple. Elles ne sont plus commercialisées. Ou l'intermédiaire MPH maintenant, elle existe un peu au niveau des hôpitaux. L'insuline humaine rapide, elle existe encore au niveau des hôpitaux, même en pharmacie, l'insuline rapide, elle existe toujours. Mais ce qu'on utilise pour les patients, c'est maintenant, en Algérie, c'est presque exclusivement des analogues. Donc, on a les analogues rapides. On a aussi des analogues qui sont biphasiques. Là, c'est pas le mélange de l'insuline humaine et de l'insuline MPH, mais c'est l'analogue rapide, une proportion d'analogue rapide et une proportion de cet analogue rapide qui est modifiée, protaminée pour devenir plus lente. Les exemples qu'on a, qu'un Novomix 30, ça veut dire un des 30% d'analogue rapide et les 70%, c'est un analogue modifié pour être lent. D'accord? Humalog 25, ça veut dire avec le 25, c'est la proportion de l'analogue rapide ou les 75%, c'est la proportion de l'analogue lent. Et l'humalogue 50, c'est 50%, 50%, 50% de rapide. Maintenant, quand vous allez utiliser ce type d'insuline et vous allez injecter une dose d'insuline, par exemple, si on parle de l'Humalog 50, dans votre dose injectée, vous avez mis 50% de rapide et 50% de lente. Si vous avez utilisé la Novomix 30, vous savez, quand vous avez injecté votre dose, vous avez donné 30% de rapide et 70% de lente. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, il y a même d'autres marques, toutes les marques qu'on avait. Maintenant, il y a même les biosimilaires qui sont produits ici en Algérie. C'est d'autres marques. Vous allez entendre parler peut-être de
de biomix maintenant, à la place de la Novomix. Et pour les rapides, on a les biorapides à la place de Novorapides qu'on avait avant. Pardon, je dois me placer pas que mon chargeur. Un petit moment. Okay. Est-ce que vous arrivez à suivre? Oui. Vous êtes là? Oui. Très bien. Donc, on est en train de parler des analogues. Donc, on a vu les rapides, on a vu les semi-lentes. On a maintenant les insulines analogues lentes. On a les humaines, on avait la NPH, elle est de moins en moins utilisée. C'est un type d'insuline intermédiaire, mais elle jouait le rôle de basal quand on n'avait que ça. Maintenant, on a développé des insulines à partir de la molécule humaine. On a modifié pour obtenir une cinétique lente et plate pour améliorer l'insulinémie basale. Et on a développé ce qu'on appelle la glargine. La glargine, il y a deux types. Il y a la U100 qui est d'ancienne génération. Et on a eu une insuline plus lente qui est la glargine U300. C'est ce qu'on appelait la Lontus pour la glargine U100. Et la glargine U300, c'est la Toujio, là que vous avez entendu parler, parce que ça ne fait pas longtemps qu'ils sont disponibles en Algérie. Et maintenant, même, il y a des biosimilaires qui remplacent la glargine. On a la Glarus, je ne sais pas, Tani, si vous avez déjà entendu ça. Et pour la glargine 300, probablement, il y aura la Glarus plus. Donc, je ne sais pas, le marché est un peu instable ces jours-ci, puisqu'on a les compagnies étrangères et on a les biosimilaires qui sont produits ici. Mais actuellement, alors la glargine, c'est là l'ancienne Lantus et il y a le biosimilaire Glarus. La glargine U300, c'est la deuxième génération d'insuline lente, c'est la Toujio. On a les insulines lentes, un autre laboratoire, la Détimir, qui s'appelait la Livimir, donc sur le marché. Elle est maintenant quasiment retirée du marché parce qu'elle est remplacée par la Degludec, qui est une lente de deuxième génération qui dépasse, qui a plusieurs avantages par rapport à la Détimir. Donc la Détimir a donc tendance à disparaître de l'utilisation. Donc elle est retirée du marché et algérien et international. Mais on l'a utilisée pendant des années comme insuline lente. Voilà donc ce tableau récapitulatif. Il vous donne un peu la différence entre tout ce que je viens de dire comme type d'insuline. On va citer les plus importants. Donc l'insuline rapide humaine, c'est l'insuline ordinaire aussi. On l'appelle ordinaire, rapide, humaine. Elle a un début d'action qui commence après 30 minutes de l'injection. Et son action dure jusqu'à 6 heures. Avec ces insulines, qu'est-ce qu'on avait comme problème? Le pic à 2 heures. Quand elle a un pic à 2 heures, donc il y a un risque hypoglycémique chez le malade. Donc, on anticipait ce risque et on demandait aux patients de prendre une collation 1h30 avant la survenue, donc après l'injection, c'est-à-dire avant, on anticipait la survenue de ce pic. Maintenant, on n'utilise plus les rapides HADO, donc on utilise les analogues rapides. Qui m'a HADO, ah si, allez. Lispro, asparte et glulisine. HADO, ils ont un début d'action, on dit 5 à 10 minutes, mais en vérité, c'est un peu plus. On peut aller jusqu'à 20 minutes. Donc, au départ, quand c'était à la mode, on croyait que c'est vrai.
cette action, il peut aller jusqu'à 20 minutes. Ensuite, ils ont un pic d'action de 30 à 90 minutes. Donc, en général, leur pic coïncide avec le pic de l'alimentation. Donc, on n'a pas besoin de façon obligatoire de la collation de 2 heures après ou 1h30 après qu'on avait avec les insulines humaines rapides. Donc, ça, c'est un des avantages de ces analogues rapides, c'est d'éviter cette hypoglycémie postprandiale qui posait un problème aux patients et qui imposait cette collation obligatoire. La fin d'action, donc, elle peut durer 3 heures, 4 heures, voire un peu plus. Donc, bien sûr, il y a toujours des variations individuelles pour la cinétique de l'insuline. Donc, si je compare, donc, il n'y a pas de nécessité de collation avec l'insuline rapide. Et aussi, ce qui est important, c'est que, mais dans tous les cas, il faut l'injecter avant le repas. Parce qu'au début, on pensait que ces analogues rapides, on peut les injecter au moment du repas. Et avec l'expérience et l'analyse de vraie vie, on a vu que même avec les rapides, il vaut mieux les donner au moins 10 minutes avant le repas ou là 15 minutes avant le repas pour que la cinétique de l'absorption de l'insuline coïncide avec la cinétique de l'absorption des sucres et ça permet de réduire le pic hyperglycémique. Voilà. La MPH, c'est une intermédiaire, donc on n'utilise plus presque, mais je l'explique parce que pour vous expliquer la différence avec l'analogue qu'on utilise maintenant. Donc, il y a un début d'action au bout d'1 heure et ils ont un pic d'action entre 3 et 6 heures. Donc, ce type d'insuline était pourvoyeur d'hypoglycémie nocturne vers 3 heures du matin, 1 heure du matin. Donc, ça posait un problème pour nous, les praticiens. On ne peut pas titrer à l'aise, c'est-à-dire qu'on ne peut pas augmenter les doses. On a toujours cette peur de ce pic qui survient à 3 heures du matin. Et donc, ça, c'était la difficulté. Et la deuxième difficulté, c'est qu'il ne couvre pas, ce type d'insuline ne couvre pas les 24 heures, en général 8, 10, voire 12 heures maximum. Voilà. Pour les analogues, comme vous pouvez le constater, là, le début d'action apparaît au bout d'1 à 2 heures de l'injection et théoriquement pas de pic, mais en vraie vie, il y a des pics, mais c'est des pics qui ne sont pas aussi importants que ceux de la MPH. C'est des pics émoussés qui peuvent donner des hypoglycémies vers 1 heure, 2 heures du matin, mais moins importants qu'avec la MPH. Et ce pic, il est presque absent dans les analogues de deuxième génération. Les exemples que je vous ai cités juste avant, c'est la Degludec et la Toujeo, la Degludec et la Toujeo qui est la Glargine E300. On n'a pas ce pic, donc ça nous permet de titrer notre dose à l'aise pour obtenir notre objectif glycémique sans avoir de peur du pic qui pourrait survenir à 1 heure ou à 2 heures du matin. Donc, c'est ça les avantages avec les basales analogues et surtout avec les basales de deuxième génération. Parce que les basales analogues, la U300, la Glargine U300, elle a une durée d'action de 20 à 24 heures. Alors, la même chose pour la Glargine U300. La Levimir, comme elle est retirée maintenant parce qu'elle a une durée d'action de 8 à 12 heures, alors que la Degludec, elle peut dépasser même les 24 heures jusqu'à 36 heures. Donc, c'est mieux. Donc, on fait mieux avec les analogues de deuxième génération que les analogues de première génération. Voilà, donc cette photo vous illustre comment les insulines, c'est-à-dire leur durée d'action s'étale en fonction des types. Et vous voyez, par exemple, les 2 dernières, la Glargine U300, vous voyez, il y a moins de pics. Moins de pics parce que c'est une insuline basale, elle n'accompagne pas un repas et elle est étalée dans le temps pour couvrir l'insulinémie basale. Voilà, donc, je l'ai dit. Voilà. Maintenant, comment injecter l'insuline?
Donc, l'insuline s'injecte dans le tissu sous-cutané. C'est l'exemple de la glargine. C'est-à-dire elle est sous forme de cristaux. Elle va comment elle va, c'est-à-dire se dissocier. Pourquoi elle a une action lente? Ensuite, elle devient sous forme monomérique et là, elle est absorbée lentement dans la circulation, ce qui va confier à cette insuline cette cinétique prolongée. La déthymire ou bien même la dégludex, c'est des insulines qui sont liées à l'albumine, donc ce qui va permettre une biodisponibilité de l'insuline et ce qui va lui donner avec le caractère de longue durée. Donc, en résumé, les nouvelles insulines analogues lents sont la glargine ultrason, la dégludex. Elles ont un profil en plateau, longue durée d'action, moins d'hypoglycémie la nuit, et elles sont nouvellement disponibles en Algérie. Il y a les labos d'origine et il y a même les biosimilaires qui sont aussi disponibles. Les avantages de l'analogue rapide, je l'ai expliqué en parlant sur le tableau. Donc, c'est améliorer l'hyperglycémie postprandiale, ça diminue les hypoglycémies liées au pic qu'on avait avec les insulines humaines rapides. Et donc, ça nous permet de supprimer les collations. Voilà. Maintenant, comment est administrée l'insuline? Les modalités d'administration de l'insuline. Alors, les insulines sont conditionnées en général à 100 unités d'insuline par millilitre. D'accord? Dans le passé, avant 2001, on avait un autre conditionnement. C'était 40 unités par ml et on utilisait ce que vous voyez sur cette petite photo, cette seringue, cette fameuse seringue que le malade utilisait. Bon, tant mieux, maintenant on n'utilise plus les seringues, pas que quand on est dans aux urgences, quand on n'a pas les stylos, etc. Mais sinon, c'est un peu du passé. Et à partir de 2001, on a changé le conditionnement de l'insuline, c'est 100 unités par ml. Il y a d'autres conditionnements qui ne sont pas disponibles en Algérie pour les insulines rapides, c'est le 200 unités ml, ok, même 500 unités ml. Elle a certaines indications, ce n'est pas notre sujet. وعندنا فلالونت عندنا قلنا la U300 c'est 100 unités ml ou la 300 c'est 300 unités ml. D'accord? Donc il y avait les seringues, mais maintenant il y a les stylos. Les stylos, on a deux types. Il y avait les stylos rechargeables, donc c'est un stylo qui est un peu robuste et c'est des cartouches qu'on place à l'intérieur du stylo et c'est la cartouche qu'on change régulièrement. Maintenant, il y a souvent, ce qui est disponible actuellement, à part quelques situations, il y a toujours les stylos rechargeables, on a les stylos jetables. Ça veut dire le stylo avec sa cartouche. Dès que la cartouche incluse, elle est terminée, on jette et le stylo. Donc, on jette le stylo. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire le mot unité d'insuline? Unité d'insuline, c'est la quantité, comme elle a été définie, c'est la quantité d'insuline qui permet de baisser la glycémie de 0,45 g par litre en expérimentation. C'est comme ça qu'on a défini l'unité d'insuline et on a utilisé ce moyen pour définir les doses d'insuline. Comment se conserve l'insuline? Alors, je vous ai dit tout à l'heure en introduction que la prescription de l'insuline, ce n'est pas une simple ordonnance, il y a beaucoup d'explications qui accompagnent cette prescription. Parmi ces explications, c'est la conservation de l'insuline. On n'allait pas dire au patient, voilà, vous allez acheter cette insuline et ça se termine. Non, il faut expliquer que il y a le rôle du médecin mais aussi du pharmacien. Il faut dire au patient que non, l'insuline, vous avez votre stock, vous allez le mettre dans le réfrigérateur, dans le bac à légumes, ou bien même dans les étages hadouk, mais pas dans la porte, pas sur les étages de la porte, parce que la porte, elle s'ouvre et la température change. Alors, il vaut mieux que ça soit donc au niveau des différents niveaux,
mais pas au congélateur. Ce n'est pas pour congeler l'insuline. Et donc, ça doit être entre plus 2 et plus 8 degrés Celsius. Et il ne faut pas la plaquer contre le mur où il y a plus de la température est plus importante, d'accord? Donc, juste près du mur, mais pas collé au mur. Voilà. Mais ce qu'il faut expliquer aux patients, que le flacon entamé ou là, le stylo entamé, on peut le laisser à l'extérieur. Et il faut savoir qu'un stylo entamé, il doit être éliminé, jeté après 1 mois d'ouverture. Donc, même si l'insuline persiste, n'est pas finie, on jette après 1 mois maximum. Et elle se conserve à température ambiante, le stylo entamé, on peut le mettre, mais bien sûr, toujours ne pas l'exposer à la lumière ni à la chaleur. On peut le garder à moins 25 degrés jusqu'à 4 semaines. En cas de voyage, on peut déplacer notre stylo dans une glacière, mais pas en contact de la glace directe, pas congelé. On fait une température dans une glacière qui garde plus 2, plus 8 degrés pour le déplacement de notre stock d'insuline en cas de voyage. Donc tout ça, il faut l'expliquer aux patients parce que l'insuline, c'est un traitement qui va accompagner le patient toute sa vie et toute la journée et 3-4 fois par jour parce qu'il va la prendre à chaque repas. Donc ça devient une partie de lui, d'accord? Donc il faut lui expliquer ces détails. On peut avoir un échec de l'insulothérapie à cause de mauvaise conservation de l'insuline. Il y a des patients qui gardent leur insuline dans l'armoire. D'accord? Donc, on a eu des cas pareils. Donc, c'est pour ça qu'il faut insister sur la partie conservation. Maintenant, la voie d'administration. Donc, l'insuline, elle est administrée par voie sous-cutanée en dehors des situations d'urgence. La voie intraveineuse ou la seringue électrique, elle est réservée à l'insuline rapide dans les situations urgentes. Et la voie intramusculaire aussi peut être utilisée avec l'insuline rapide, mais en l'absence de déshydratation. Parce que s'il y a une déshydratation, il y a une mauvaise absorption de l'insuline par voie intramusculaire. Le pic de l'insuline injectée par voie intraveineuse est immédiat et se prolonge 20 à 30 minutes. La durée d'action d'une rapide par voie intramusculaire, c'est de 1 à 2 heures. Par voie sous-cutanée, on a vu. Pour les insulines humaines, ça peut durer jusqu'à 6 heures. Pour les analogues rapides, on a dit 3-4 heures, mais ça peut changer d'un sujet à l'autre. Technique maintenant d'injection. Vous savez qu'il y a eu beaucoup d'études dans ce sens, c'est-à-dire des choses qui nous paraissent banales, mais elles sont très importantes. Donc, même la façon d'expliquer aux patients comment ils injectent l'insuline, elle est importante. Et même les données ont changé au fil des temps. On utilisait des aiguilles longues, mais avec le temps, c'est-à-dire pour les obèses, alors que des plus fines pour les maigres. Mais avec les études, avec les évaluations, les résultats, on a vu que idéalement, quelle que soit, c'est-à-dire la composition corporelle, il faut recommander les aiguilles les plus fines, les plus courtes, qui sont inférieures ou égales à 6 mm, pour s'assurer que l'injection se fait dans le tissu sous-cutané et pas dans le tissu musculaire. D'accord? Comme vous voyez sur la photo, on peut injecter quand l'aiguille elle est fine, on peut s'injecter sans avoir besoin de faire le pli, parce que c'est pas évident de faire un pli sur le bras. Mais au niveau de l'abdomen, on peut faire facilement un pli quand on veut s'injecter de l'insuline. Donc, la technique d'injection, c'est une partie, c'est un chapitre de l'éducation thérapeutique quand on instaure une insulothérapie. Il faut faire la démonstration, il faut expliquer au patient, et il faut même faire l'expérience avec le patient ou bien avec sa famille pour expliquer la technique d'injection. On a eu des échecs de traitement, même des complications à cause des erreurs d'injection. Ça nous paraît facile, mais les patients peuvent rater la façon de s'injecter.
par incompréhension ou là pour d'autres raisons. Les sites d'injection, alors les sites d'injection, on recommande les sites où il y a l'absorption rapide pour les injections rapides, c'est-à-dire les injections qu'on va utiliser pour les repas. Et les sites où il y a l'absorption lente, on les recommande pour les insulines lentes, c'est-à-dire l'insuline du soir. Donc les sites lents, on met la cuisse, on réserve la cuisse pour les insulines du soir. L'abdomen et le bras sont plus rapides, on les réserve pour les insulines rapides. Mais il faut faire une cartographie. Le patient qui s'injecte plusieurs fois par jour, il doit savoir c'est-à-dire gérer les différents sites pour éviter la formation de l'hypodystrophie, de l'hypohypertrophie ou de l'hypoatrophie. D'accord? Donc, les situations habituelles, les sites habituels, les bras, vous avez sur la photo, donc la photo antérieure et la photo postérieure, pour voir le site. Vous avez l'abdomen, vous avez la cuisse. Mais on a aussi des endroits qui peuvent être réservés dans les situations où les autres sites ne sont pas bien, il y a des hypertrophies. On peut utiliser le haut de la fesse, on peut utiliser même l'épaule. Donc, il y a des sites de secours qui peuvent être utilisés quand on a des problèmes, surtout de l'hypodystrophie. Voilà, donc allez, je l'ai expliqué. Donc, maintenant, pourquoi on insiste sur tout ça? Parce qu'il y a des facteurs qui peuvent changer la disponibilité de l'insuline et ils vont vous poser des problèmes avec le patient de variabilité intra-individuelle et inter-individuelle, vous allez voir, mais surtout intra-individuelle et interjournalière ou bien intrajournalière. Pourquoi? Si le site d'injection n'est pas respecté, c'est-à-dire si on va utiliser l'insuline rapide au niveau de la cuisse, on va ralentir son absorption aujourd'hui. Alors que, par exemple, demain, je vais l'utiliser au niveau de l'abdomen ou là, du bras, je vais obtenir une autre cinétique. Alors, le patient, là, que j'ai mis cette dose, j'ai eu ça, j'ai mis. Donc, c'est une source de variabilité. Ça, c'est un. La présence de l'hypodystrophie, c'est des tuméfactions qui se construisent, c'est des boules de graisse qui se construisent lorsqu'on s'injecte l'insuline de façon un peu toujours sur le même endroit, où là on change pas d'aiguille, donc on peut provoquer cette formation de tissu et on aura un ralentissement de l'absorption. Donc, quand j'injecte ma rapide et je modifie sa cinétique par une hypodystrophie, donc il faut s'attendre qu'il y ait un problème après par rapport. Donc, il y a un changement. Le patient, il va retrouver une instabilité dans son mode de vie. De deux, lorsque je m'injecte une hypodystrophie, donc il y a d'abord une hyperglycémie qui s'installe parce que l'insuline ne marche pas. Après un bon moment, cette insuline va diffuser et j'aurai une hypoglycémie par la suite. Donc, vous voyez les sources d'instabilité. Une activité musculaire du site d'injection, si par exemple je vais m'injecter à un endroit et je vais faire du sport ou je vais solliciter cet endroit, ça donne une absorption plus rapide. La température, un massage aussi du site d'injection peut favoriser l'absorption plus rapide de l'insuline. Donc tout ça, c'est très important à savoir, surtout donc, dans la gestion du traitement. Voilà, maintenant, on arrive au but du traitement. Bien sûr, le but du traitement de l'insuline, c'est le but du traitement du diabète. C'est-à-dire, à court terme, on veut faire disparaître les signes cliniques du diabète, éviter les complications aiguës, mais pas que ça. Ça, c'est à court terme. Mais à long terme, on veut éviter les complications chroniques ou les retarder au maximum ou bien éviter leur aggravation. Donc, on a un objectif au long cours. Et l'objectif optimal, donc, c'est comme pour le diabète, c'est pas spécifique de l'insuline. Il faut avoir une glycémie à jeun. Il faut avoir une glycémie à jeun entre 0,8 et 1,2 g par litre. Quand on dit à jeun, c'est-à-dire à jeun et avant les repas, c'est-à-dire dans les périodes même préprandiales. La glycémie postprandiale, qui est la glycémie 2 heures après un repas, doit être inférieure à 1,60 et l'hémoglobine glycée doit être inférieure à 7%, entre 6,5 et 7%.
on peut connaître les indications de l'insuline. En dehors du diabète de type 1 où c'est clair, en dehors des grossesses où c'est clair, on ne peut pas donner autre chose. En dehors des situations d'urgence, il y a une décompensation métabolique, ça c'est clair. Un état d'hypercatabolisme où il y a des stigmates d'insulinecarence profonde, là aussi c'est clair qu'on doit mettre l'insuline. Mais en dehors de ça, c'est au cas par cas. Diabète récent avec un HbA1c à partir de 10%, on peut avoir recours à l'insuline au départ, mais on peut l'arrêter après, c'est-à-dire on peut donner d'autres thérapeutiques. Donc, ce n'est pas une règle de dire que dès que l'HbA1c est à 10%, l'insuline est primordiale. Non, si on a des signes d'hypercatabolisme et de carence d'insuline, oui, il faut la mettre. Mais quand il n'y a pas ces signes, on peut la mettre au début, on peut réévaluer la prise en charge et même faire marche arrière et introduire d'autres thérapeutiques du diabète. Voilà. Donc, sinon, c'est une escalade thérapeutique. On commence par les traitements non insuliniques disponibles suivant les recommandations en vigueur. On va passer par palier. Maintenant, s'il y a échec à ces thérapeutiques, bien sûr, il faut passer à l'insuline comme alternative. Voilà. Pardon. Donc, le choix du schéma, ça dépend de beaucoup de choses, bien sûr. Le type du diabète, l'espérance de vie, les comorbidités, les complications, patient vivant seul ou accompagné, possibilité de surveiller ce traitement. On a vu quand même, il y a une éducation thérapeutique qui encadre la thérapie. Est-ce que le malade peut faire l'autosurveillance? Est-ce qu'il peut faire l'autocontrôle et l'ajustement de la thérapeutique? Tout ça, c'est important pour choisir. Par exemple, si c'est un sujet âgé, vivant seul, c'est très difficile de faire la multiple injection. On prend des schémas plus simples, soit donner une seule basale le matin ou là le soir, et on s'arrête là. Mais quand on a un sujet jeune, bien sûr, il faut aller au schéma qui doit ressembler à la physiologie. Donc, c'est le basal bolus. Donc, c'est les deux extrêmes. Parfois, on choisit des prémix. Les prémix, on va les retrouver là, les insulines, il y a une proportion d'analogue rapide et une proportion d'analogue lent. C'est-à-dire l'analogue rapide modifié pour être lent. Les schémas prémix, ça veut dire la dose de rapide. Quand vous donnez, ça va être fixe et la dose de basal, ça va être fixe. Si vous allez augmenter les deux proportions en même temps. Donc, c'est des schémas qui ne sont pas malléables. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les propose quand on a des sujets qui ont, par exemple, des habitudes alimentaires relativement fixes, stables. Ils mangent le petit déjeuner presque toujours le même. Le dîner, il y a presque la même équivalence glucidique. Donc, on peut, en se basant sur ce qu'ils mangent et leur mode de vie, proposer des doses qui sont relativement stables. Donc, ça peut être un schéma simplifié aux patients dans certaines situations. Pour d'autres, ce n'est pas possible. Voilà. Et idéalement, c'est la pompe à insuline, bien sûr. C'est quoi le schéma basal bolus? Là, je vais l'expliquer sans trop m'étaler. Je vous ai dit comment ça se passe chez le sujet normal. Donc, là, on va essayer de se rapprocher de ça. Donc, on assure un débit basal pour couvrir les besoins entre les repas et le besoin à jeun, et délivrer des bolus avant chaque repas. Et bien sûr, les bolus, donc la basale, elle dépend de la situation à jeun, mais les bolus dépendent beaucoup du repas, de l'activité physique après le repas. Donc, c'est ça qui détermine la dose de rapide. Mais c'est le traitement du diabète du type 1. Donc, un type 1, si ce n'est pas la pompe à insuline, donc idéalement, c'est le schéma basal bolus. Pour le diabète de type 2, ça se fait par palier. On ne commence pas directement le basal bolus, sauf si des situations, il y a un déséquilibre important, une insulinecarence importante. Sinon, en général, on passe par là, on introduit la basale, on garde les autres traitements. Si la basale seule ne suffit pas, on passe au bolus 1 à 1. On introduit pour le repas le plus hyperglycémiant, on voit si ce n'est pas suffisant, on passe à d'autres repas jusqu'à arriver au basal bolus.
Alors, هادو les anciens schémas, هادو je m'en passe. Normalement, on doit les supprimer parce qu'on les utilise presque plus. D'où les schémas avec les insulines ion à pH. C'est vrai, c'est beau, c'est bien de savoir ce qu'on a utilisé ça au début avant d'avoir les analogues. C'était les insulines humaines au repas et c'était l'insuline MPH le soir. Et là, on imposait bien sûr les collations. Sinon, on aura un risque hypoglycémique important. Pour les sujets qui refusaient le basal bolus, qui refusaient beaucoup d'injections, on faisait un schéma, si vous voulez, de sauvetage où on mettait des EO et un pH le matin, un mélange de rapide et d'un pH le soir pour essayer de couvrir le maximum les 24 heures, mais ce n'était pas des schémas adaptés parce que le patient, quand on va déjeuner, il ne va pas prendre de rapide, donc il aura une hyperglycémie, c'est clair. S'il va prendre une collation à 16 heures, c'est clair. Mais c'était des injections, des schémas qu'on utilisait chez des sujets qui refusaient de s'injecter. On avait les seringues, etc. La même chose pour les prémix, je vous ai dit, ils ont une bonne indication chez les sujets qui ont une ration assez fixe de leur repas en glucides. Donc, on peut leur proposer. Mais sinon, c'est un schéma qui est difficile à gérer parce qu'on a les deux doses, les deux composantes. Si on augmente la dose, on va augmenter les deux composantes. Voilà. Comment instaurer l'insulothérapie de diabète de type 1? En général, on commence par une dose de 0,3-0,5 unités par kilo par jour pour toutes les insulines. On peut commencer par donner un tiers, on peut donner un tiers de lente et 2 tiers de rapide, mais ce n'est pas le schéma le plus adapté. Le plus adapté, c'est presque la moitié sous forme de lente et l'autre moitié sous forme de rapide. Alors, on peut tâtonner, c'est-à-dire commencer par donner 40% par exemple de lente, 60% de rapide. Commencer, en bas, c'est la titration. C'est des façons de commencer, ce n'est pas une science exacte. On commence, c'est-à-dire il faut savoir commencer. En bas, le reste, c'est les données de l'autosurveillance glycémique. L'autosurveillance glycémique, c'est les glycémies capillaires, ou idéalement maintenant, c'est les CGM, c'est Continuous Glucose Monitoring, le monitoring continu de la glycémie. C'est un autre moyen qui est maintenant disponible, n'est pas remboursable, mais c'est un peu cher, mais il est disponible. Ça vous permet de voir les glycémies en permanence sur les 24 heures. Donc, c'est un bon moyen de surveillance et d'ajustement du traitement. Voilà. Dans le diabète de type 2, je l'ai annoncé au départ, je vous ai dit qu'au fil de l'évolution, on aura un épuisement progressif de la fonction sécrétoire de l'insuline et on aura recours à l'insulinothérapie à un moment donné de la vie du patient. Pour certains, c'est très rapide, pour d'autres, ça peut durer des années, mais quand on arrive à ce point, l'insulinothérapie va s'imposer. Et comment on initie dans le diabète de type 2? Je vous ai dit, en dehors des signes d'insulocarence absolue où il faut passer directement au basal bolus, on passe par le schéma progressif, le bedtime. Je m'appelle bedtime, c'est-à-dire l'insuline du soir, en allant au lit. D'accord? L'insuline basale du soir. نبداو une dose à 0 unité, 0,2 unité. معليش, je commence très doucement, je diminue, j'améliore mon équilibre doucement. Il n'y a pas l'urgence de baisser la glycémie rapidement. L'urgence, c'est de garder, plutôt l'objectif, c'est de garder l'équilibre pendant longtemps. D'accord? Donc, si je commence avec 0,1, 0,2 unités par kilo, on débute ou bien en moyenne 10 unités par jour le soir. Et ensuite, je titre chaque 3 jours si je n'ai pas obtenu mon objectif le matin. L'insuline basale se titre quand je dis titration, ça veut dire ajustement de la dose. Donc, quand j'introduis ma basale, je regarde ma glycémie du matin. C'est ça mon but. Parce que beaucoup de malades font l'erreur, s'ils ont une glycémie élevée le soir avant de dormir, il va faire son injection, il augmente. S'il a une glycémie basse, il va diminuer la lente. Ça, c'est très faux et ça va chambouler la thérapie insulinique. L'insuline lente, je la regarde le matin. Si mon insuline lente me permet d'avoir la même glycémie le soir que le matin,
ça veut dire que c'est l'insuline basale تاعي راهي تخدم. Si mon insuline basale me fait chuter la glycémie du soir à la fin d'action, c'est-à-dire la dernière insuline du soir avant de dormir, si elle la fait chuter le matin, ça veut dire que je suis surdosée. C'est dangereux. Et si elle ne la baisse pas, au contraire, elle augmente le matin, ça veut dire qu'elle n'est pas suffisante. Le rôle de cette insuline du soir, c'est de garder la glycémie en plateau. C'est ça mon but. Donc, si ma glycémie le soir, elle est bien, il faut que ma glycémie le matin soit bien avec mon insuline. Voilà. Donc, je titre jusqu'à obtenir la glycémie bien le matin. Maintenant, si au bout de 2 mois, 3 mois, avec une glycémie bien le matin, je n'ai pas atteint mon objectif souhaité chez le patient diabétique de type 2 avec les autres thérapeutiques, je passe au bolus rapide. Je choisis le repas le plus consistant. Si ce n'est pas suffisant pour régler son état, je passe aux 2 repas, donc je donne 2 injections. Au final, je peux arriver au basal bolus comme dans le diabète de type A. Si je passe à un bolus ou plus, là, c'est le moment d'arrêter les médicaments qui sont stimulateurs de la sécrétion. Je ne suis pas rentrée dans les détails des ADO parce que mais je vous dis que lorsque vous utilisez un traitement à type de sulfamide, glinide, qui sont des stimulateurs de la sécrétion, si vous commencez l'insuline des repas, il faut arrêter les insulines parce que ça, il y a risque d'interférence. Et puis, si vous avez eu besoin de donner l'insuline pour le repas, ça veut dire qu'ils ne sont plus efficaces. Par contre, la metformine peut être maintenue tout à fait normalement. Voilà. Bon, les prémix, je ne m'étale pas trop. Les pompes à insuline, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des pompes à insuline. C'est quoi le principe? Je dois vous expliquer parce qu'elles sont maintenant à la mode. Donc, en Europe, presque tous les diabétiques de type 1 maintenant, surtout les enfants, sont sous pompe à insuline. Donc, chez nous, ça se vend, mais c'est très cher, c'est pas remboursable, consommable très cher, mais les gens qui peuvent se permettre, ils peuvent les utiliser. C'est quoi le principe d'une pompe à insuline? C'est un moyen d'injecter l'insuline en évitant de se piquer plusieurs fois. Comment? Il y a 2 types. Hadi que vous voyez sur la photo, c'est une insuline avec tubulure. Vous voyez, pardon, c'est une pompe avec tubulure. Vous voyez, vous êtes là avec moi? Oui, on est là. Alors, donc, il y a, vous voyez, le cathéter, il est placé contre la peau. On a une petite tubulure radie qui le lie à un réservoir qui est placé dans la pompe. C'est quoi le principe d'une pompe? C'est qu'elle donne une infusion sous-cutanée, c'est toujours sous-cutanée, de l'insuline, qui est commandée par la pompe et bien sûr en fonction du degré de progrès, c'est-à-dire il y a plusieurs modèles de pompes. Elle dit à la photo, tu as une pompe, c'est une pompe quand même assez ancienne. Hein. Il y a des pompes maintenant qui sont plus évoluées. Mais je vous explique le principe. Le modèle, par exemple, vous avez un réservoir. Le réservoir, il est rempli avec l'insuline des stylos, qu'on a dans les stylos. D'accord? On remplit le réservoir avec l'insuline analogue. Puisque ce qu'on utilise maintenant, c'est les analogues. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On n'utilise pas les insulines lentes. La lentus, le dégludec, c'est l'insuline dans le réservoir. On va régler un débit permanent qui va remplacer cette basale. Donc, il y a un débit horaire qui passe dans la tubulure. Donc, c'est une infusion continue d'insuline rapide qui va jouer le rôle de basale. L'infusion continue, il y a le rôle de basale. Là, les bolus, au moment du repas, le malade s'injecte son bolus en une seule fois, comme en surcutané. Là, il n'aura pas besoin de s'injecter plusieurs fois dans la journée. Le cathéter est chute 3 jours. Quel est l'avantage?
De l'insuline, bien sûr, en plus du confort, vous voyez, il ne s'injecte pas tout le temps. Il y a d'autres avantages. La basale, quand on la fait sous forme d'infusion continue, on peut la gérer sur des tranches horaires. Donc, ça nous permet, par exemple, là où on a plus de besoin de basale, on augmente. Lorsqu'on a moins, avec un risque hypoglycémique, on diminue. Donc, on est plus à l'aise pour éviter les hypoglycémies. Et encore plus, les toutes nouvelles générations de pompes, ils ont maintenant un système d'autosurveillance continue, c'est autosurveillance, c'est-à-dire une surveillance continue du glucose, tenue par un capteur qui est placé sous la peau, à 210 points tani, sauf que cette année, ils ne sont pas remboursables, ils sont un peu chers. Le capteur, par exemple, est fait entre 9 000, 10 000 dinars pour 14 à 15 jours. Avec le capteur, il y a des pompes qui sont couplées à ces capteurs. Donc, le capteur, il va informer, il peut vous afficher même la glycémie sur votre pompe. On va regarder ce qu'on avait avant. Maintenant, ce qui est en plus, c'est que maintenant, il y a des logiciels qui, en lisant les données du capteur de l'individu qui porte la pompe, ça permet de délivrer des infusions continues d'insuline qui vont permettre d'éviter et l'hypoglycémie et l'hyperglycémie. C'est ce qu'on appelle la boucle fermée, une pompe à boucle fermée. C'est la révolution actuelle en matière de prise en charge du diabète, surtout diabète type 1. La pompe, quand elle est couplée au CGM et à ces logiciels qui vont donner une certaine autonomie à la pompe, donc là, le patient, il fait rentrer que ses repas, sa tenue en glucides au repas, et injecter le bolus du repas. Mais même s'il saute le bolus du repas et il aura une hyperglycémie, cette pompe intelligente, en recueillant les données du CGM, elle peut donner des infusions continues plus accentuées pour atténuer avec l'hyperglycémie postprandiale. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment révolutionnaire ces pompes à insuline pour le diabète de type 1. Donc, il y a plusieurs générations. On n'a que la basale à gérer et les rapides, le malatanie, les contrôles. Mais maintenant, on est arrivé à ce système qui est une semi-automatique et qui est le système complètement automatique, boucle fermée. D'accord, qui est la hybride, c'est-à-dire elle a une autonomie pour la basale, mais on peut toujours moduler, on peut la mettre en mode semi-automatique. Au on peut la mettre en mode automatique. Et bien sûr, on peut changer de mode. Ça, c'est des options dans les différents devices qui existent. Voilà, donc je pense que c'est le futur. C'est pour ça que vous êtes obligé de connaître quand même les pompes à insuline. Alors, maintenant, grâce à ces pompes insuline, à cette flexibilité des stylos, ce qu'on a avancé dans l'insulothérapie, maintenant, il y a ce qu'on appelle l'insulothérapie fonctionnelle, c'est-à-dire, c'est une façon moderne, on l'utilise surtout au diabète de type 1, pour qu'il gère lui-même ses insulines, c'est-à-dire pour avoir une certaine autonomie, une certaine liberté dans sa vie. Et c'est des apprentissages, on apprend aux patients, en plus de ce qu'on a dit, technique, conservation, etc., on lui apprend comment est-ce que l'insuline corrige ses hyperglycémies, comment est-ce que l'insuline corrige la teneur en glucides de ses repas, comment on gère cette insuline quand on prévoit une activité physique, quand on fait une activité physique non prévue, tout ça, c'est un apprentissage que le patient doit acquérir pour avoir une certaine autonomie de la gestion de son insulothérapie. On appelle ça l'insulothérapie fonctionnelle ou la insulothérapie flexible. Les obstacles à l'initiation de l'insuline, bien sûr, le patient a peur de la douleur, les idées reçues, les patients ont toujours des idées reçues sur l'insuline. Le malade, quand il a commencé l'insuline, il est décédé. Donc, il a fait une insuffisance rénale, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Donc, il lie la mauvaise évolution du diabète qui est liée au déséquilibre et à la non-gestion du diabète, à l'introduction de l'insuline.
Et c'est pour ça qu'ils ont cette histoire de peur de... Voilà, c'est des histoires malheureuses. Et puis, la barrière psychologique, la prise de conscience que la maladie s'aggrave. Je vais commencer l'insuline, donc je suis grave. D'accord? Donc là, il faut toujours préparer les patients. L'insuline, ce n'est qu'un moyen parmi d'autres. Parfois, ça devient indispensable et ça permet d'éviter les complications. Donc, il faut bien l'instaurer. L'effet secondaire majeur de l'insuline, c'est les hypoglycémies, bien sûr. Donc, il faut faire attention. Je reprends toujours, on ne peut pas faire une ordonnance insuline outre le table, impossible. Si je donne l'insuline, je dois expliquer ce risque d'hypoglycémie. Ce n'est pas parce que seulement l'hypoglycémie, elle est dangereuse, risque d'accident, mais aussi c'est une mauvaise expérience pour le patient qui peut le pousser à arrêter définitivement l'insuline ou la provoquer des hyperglycémies en permanence. Donc, il faut lui éviter cette épreuve difficile. C'est simple. Quand j'introduis mon insuline, je commence avec les doses les plus faibles. J'accompagne ça avec des séances d'éducation. Je titre très doucement. J'explique que l'insuline rapide marche avec un repas. Je ne fais pas une insuline rapide et je ne mange pas. Je ne fais pas une insuline rapide et je saute le repas. Donc, tout ça, c'est important. Le délai entre l'insuline et le repas, l'activité physique et la dose d'insuline. Si je fais l'activité physique, donc je réduis ma dose d'insuline. Tout ça, c'est important pour éviter les hypoglycémies. C'est des mauvaises expériences. On les aura, c'est-à-dire c'est inévitable, c'est vrai, une hypoglycémie légère, modérée, mais une hypoglycémie sévère, il faut éviter que ça survienne chez le patient. Voilà les causes. Donc, soit la dose, elle est très importante, soit il a sauté le repas, soit il a réduit le repas, soit il est malade, donc il ne mange pas assez. Donc, non, si vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas sûr de manger, ne faites pas votre rapide, mangez d'abord, vous la faites. Mais on change parfois quand on a des situations particulières. Et bien sûr, l'effort musculaire, l'activité physique. Un autre effet secondaire, c'est l'hypodystrophie. D'abord, elles sont inesthétiques et ça ne change la diffusion et l'absorption d'insuline. Le plus souvent, elles sont hypertrophiques, et moi que tu vois la photo du milieu. Dans des cas, elle est atrophique, vous voyez, c'est inesthétique aussi, ça gêne. C'est pas très fréquent comme complication, mais ça existe. En dehors des formes où c'est un terrain particulier, parce qu'il y a une allergie, ou je sais pas pourquoi, c'est pas connu pourquoi, certains, mais c'est très rare. Mais le plus souvent, si elles sont là, c'est parce les gens ne changent pas le site, ne changent pas les aiguilles. Donc là, il faut leur expliquer toujours le côté technique. Un effet secondaire aussi important d'insuline, c'est la prise du poids. Vous savez, l'insuline est un médicament. L'insuline, vous la connaissez comme hormone, elle est lipogénique. Donc, même l'insuline qu'on utilise pour le traitement, elle va favoriser la prise du poids, elle va favoriser la prise alimentaire. Donc, c'est pour ça, même quand on instaure une thérapie, les règles hygiéno-diététiques restent de mise. Réactions allergiques de moins en moins rares, puisqu'on utilise des insulines purifiées. Donc, elles ne sont pas vraiment immunogènes, sauf si on utilise des substances ajoutées. Mais c'est très rare. L'insuthérapie ne se conçoit pas sans autosurveillance pour vérifier l'objectif. On a vu tout à l'heure, la glycémie à jeun permet de déterminer la basale, les glycémies postprandiales permettent de déterminer les polus et d'éduquer le patient sur l'adaptation. Donc, on ne peut pas s'en passer de l'autosurveillance dans l'insulinothérapie. Malheureusement, il y a des patients qui font de l'insuline sans se piquer avant. C'est vraiment grave comme situation, mais ça existe. Les malades ont marre de s'injecter, de se piquer, mais c'est indispensable. On ne peut pas faire une insuthérapie sans faire une glycémie avant de s'injecter d'insuline. Si on est en hypoglycémie, on risque d'aggraver l'hypoglycémie. Si on est en hyperglycémie, au moins on saura corriger la situation. Mais avec les CGM, on est plus à l'aise. Les CGM, c'est des capteurs qui permettent de mesurer la glycémie, mais capillaire, comme l'appareil HEDA, mais c'est de mesurer la glycémie interstitielle.
C'est vrai, il y a un petit décalage entre la glycémie capillaire et interstitielle, mais globalement, ça donne une vision sur la situation des flèches, d'orientation, de tendance, parce il a une tendance à une baisse rapide, à une baisse progressive, à une montée rapide, une montée progressive. Ça aide beaucoup le patient dans la gestion de la chimiothérapie. Je vous ai dit, malheureusement, c'est pas remboursé pour le moment, mais peut-être prochainement. Mais les malades qui peuvent se permettre peuvent les utiliser. Ils sont très, très utiles. Voilà, ça, je l'ai déjà dit. L'intérêt de l'éducation thérapeutique. On n'insuline pas un patient sans cette sans cette éducation thérapeutique qui accompagne la mise en place de ce traitement. Voilà ce que j'avais à dire sur l'insulothérapie. J'espère que c'était clair. كاين غير شحال راكو Alicia, ça va? Oui, c'était clair. Voilà, donc je peux vous envoyer le support, Inch'Allah, ce soir ou bien demain matin. Et on aura, Inch'Allah, à faire le cours sur les dyslipidémies, Inch'Allah, demain. Choisissez, donc on le fait si vous choisissez, on le fait à 14h, ou là, on le fait comme à 20h, c'est comme vous voulez. On discute demain. Comment? Je continue? Aujourd'hui, dans la soirée. Vous préférez demain dans la soirée? Oui. Ok. Inch'Allah, sauf si j'ai un imprévu, on le laissera pour mercredi dans la soirée. On verra. Mais on va se dire demain. S'il y a quelque chose, je vous appelle, mademoiselle Mohamed. D'accord. Ok, voilà, je vous souhaite bonne soirée. Saha, siamkom, sahurkom. Et à demain, Inch'Allah. Inch'Allah, merci docteur. Inch'Allah, merci beaucoup, professeur. Ouais. Au revoir. Au revoir.